le professeur Julien Taïeb, qui est chef de service d'oncologie digestive à l'HEGP. Ouais. Alors, 2 pistes, 2 ambiances. Maintenant, on va parler de l'ADN tumoral circulant. Donc, l'ADN tumoral circulant, et on va prendre l'exemple du cancer colorectal parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi, j'ai pas mal de liens d'intérêt. Vous savez que toutes nos cellules relarguent du matériel génétique dans la circulation sanguine. Ça, c'est connu de longue date par des mécanismes de mort cellulaire, nécrotique ou apoptotique, ou même en étant vivante par des phénomènes de relargage qu'on appelle le shedding en anglais. Et tous les sites ne sont pas identiques pour ce phénomène d'ailleurs de shedding, et ça va être important dans l'interprétation des résultats. Donc évidemment, l'idée que les cellules tumorales qui ont des anomalies génétiques ou épigénétiques relarguent aussi de l'ADN dans la circulation sanguine est née. C'est une idée qui est juste et qui est prouvée maintenant, et d'autant plus qu'il y a une vascularisation particulière, vous savez, pour les tumeurs, avec une néoangiogénèse un peu chaotique qui facilite ce passage de matériel génétique. Et donc on s'est dit, puisque le matériel génétique, par définition des cancers, n'est pas normal, et on va peut-être pouvoir le trouver dans le sang, à la recherche de mutations ponctuelles, d'amplification, de réarrangement ou de méthylation, essentiellement. Ça n'a pas été possible pendant très longtemps, et puis les projets de la biologie moléculaire font qu'on peut détecter avec certaines technologies maintenant un brin d'ADN dans 1 million de brins d'ADN, enfin un brin d'ADN tumoral dans 1 million de brins d'ADN normaux. On est plutôt autour de 20 000 à 100 000 pour les techniques les plus utilisées, mais on peut aller jusqu'à 1 million. A permis, avec les progrès de la biologie moléculaire, donc de passer en pratique cette idée avec 2 grands types de tests, ceux qu'on appelle les tumeurs agnostiques et ceux qu'on appelle les tumeurs informées, dont les agnostiques de la tumeur, c'est je cherche un cancer du côlon où je veux avoir des éléments circulants sur un cancer du côlon, je vais tester des mutations fréquemment vues dans le cancer du côlon, mutation RAS dans 50% des cas, BRAF dans 10% des cas, TP53 dans 60% des cas, etc. Et je vais me faire un petit panel qui devrait couvrir à peu près la totalité des cancers du côlon ou des modifications épigénétiques. Et en particulier, aujourd'hui, on a pour tous les cancers digestifs, en tout cas, parce que je connais pas bien le reste, des marqueurs méthylés spécifiques du pancréas, du côlon, de l'estomac, de l'œsophage, qui marchent plutôt pas mal. L'autre façon de faire, c'est je prends un bout de tumeur, je l'analyse, je fais un exome, je regarde le profil génétique de ma tumeur, je fais ensuite un panel, en général qui va de 2 à 64 gènes, et je recherche ce panel dans le sang des patients, et je considère que mon test est positif si j'ai 2 marqueurs positifs au moins, 4 marqueurs positifs au moins, etc. Donc c'est les 2 grandes choses. Le problème de ça, le tumeur informé, c'est qu'il faut de la tumeur, il faut faire un exome, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et des fois, dans des urgences thérapeutiques, c'est pas très adapté parce qu'on va devoir attendre 4, 5, 6, 7 semaines pour avoir des résultats qui parfois reviennent non conclusifs. Il faut recommencer le même process. Donc ça peut être problématique individuellement pour les malades et c'est plus cher. Mais c'est plus sensible et plus spécifique, en tout cas au jour d'aujourd'hui, parce que c'est un peu en train de changer avec les nouveaux tests. L'avantage de l'autre, c'est que ça va vite. On a les résultats en 4-5 jours en général. Il n'y a pas besoin d'avoir la tumeur. C'est moins cher, mais c'est peut-être un peu moins spécifique et un peu moins sensible surtout. Donc on sait aussi que cet ADN tumoral circulant, donc ça c'est à partir d'un test méthylé public qu'on a publié plusieurs fois avec ces 2 marqueurs de méthylation qui sont assez spécifiques du côlon. Vous voyez que la détection dans le sang des malades d'ADN tumoral circulant, elle change totalement en fonction du stade de la maladie. Alors on a amélioré la technique, maintenant les chiffres sont plus ceux-là, on est plutôt à 20% dans les stades 1 et 95% dans les stades 4 avec les mêmes marqueurs mais recherchés avec une nouvelle technique de digital droplet PCR. Mais en tout cas, vous voyez que le stade est important et qu'évidemment, plus il y a de maladies, plus on trouve d'ADN tumoral circulant chez les patients. Et donc cet ADN tumoral circulant, on l'a mis en place dans plein de choses différentes, plein de situations différentes pour le cancer colorectal. Du dépistage, on n'y est pas, Suzette l'a dit, elle y croit pas encore, mais ça pourrait venir. Au diagnostic, là aussi c'est quand même des maladies peu volumineuses et c'est pas toujours le cas, mais si on trouve quelque chose, en tout cas c'est en général vrai. Puis ensuite, éventuellement, monitorer les réponses aux traitements néoadjuvants, puisque dans le côlon, on est de plus en plus à faire des traitements ciblés ou des chimiothérapies avant d'opérer quand les malades ne sont pas métastatiques pour augmenter leurs chances de survie à long terme. Donc ça pourrait monitorer chez qui il faut poursuivre le traitement néoadjuvant ou l'arrêter précocement pour opérer. Surtout, et c'est probablement ce secteur-là qui a été le plus étudié avec des essais thérapeutiques qui ont été publiés et d'autres qui sont en cours, chercher la maladie minimale résiduelle. Donc ça nous vient de l'hémato. L'hémato a défini ce concept de maladie minimale résiduelle et donc le côlon l'a repris
à la recherche donc chez les gens opérés chez qui il n'y a plus aucune maladie visible de cet ADN tumoral circulant. Et quand il y en a, on va voir que c'est un très fort risque de rechute. Ensuite, est-ce qu'il faut surveiller les gens? Vous savez qu'en France, on est très intensif dans la surveillance. Nos amis anglais, qui sont quand même pas un exemple, faut bien le dire, font un scanner à 12 mois pour le cancer colorectal, et c'est tout. Pas de marqueur, pas d'autre imagerie. Nous, on fait éco-scanner en alternance tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois jusqu'à 5 ans, puis ACE à chaque fois qu'on voit le malade. Donc on est quand même sur une surveillance très intensive qui coûte cher, qui peut avoir des effets secondaires. Le scanner répété 12 fois, c'est pas forcément bon pour la santé. Donc est-ce que l'ADN tumoral circulant par une simple prise de sang pourrait pas permettre de surveiller encore mieux les malades dans le futur, en sachant qu'aujourd'hui il est plus cher que le combo scanner-marqueur. Mais bon, ça peut baisser dans le futur. Ensuite, on fait aussi le profil moléculaire au départ de la maladie. Donc ça, les pneumologues le font beaucoup parce que c'est pas toujours facile de biopsier les lésions pulmonaires. Mais nous, ça peut nous arriver d'avoir des récidives ganglionnaires profondes difficiles à atteindre pour la biopsie. Et donc, on peut faire le profil d'une récidive au niveau moléculaire quand on a besoin d'adapter les traitements pour une maladie métastatique à partir de l'ADN tumoral circulant. On peut monitorer le traitement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles qui sortent et on en a publié un entre autres, mais il y en a plein d'autres sur le fait que c'est très pronostique pour l'immunothérapie, que ça marche encore mieux pour prédire le devenir. Dès 3 semaines de traitement, on peut prédire quasiment le devenir à 2 ou 3 ans des malades. Et nous, c'est surtout pour les tumeurs MSI qu'on fait de l'immunothérapie, comme Suzette l'a dit. Et puis, en pratique courante, ça c'est déjà dans la pratique, quand on veut rechallenger avec une classe thérapeutique qui s'appelle les anti-EGFR, dont un marqueur de résistance sont les mutations RAS. On va maintenant faire dans tous les centres où c'est possible, et c'est possible dans beaucoup de centres en France, de l'ADN tumoral circulant pour vérifier que la tumeur est toujours RAS non mutée avant de rechallenger avec cette classe thérapeutique, parce que si la tumeur est RAS mutée, bien qu'elle était sauvage au départ, ça marche pas très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour dire juste qu'en 2024, il y a eu 2 New England sur le dépistage, un sur de l'ADN sanguin, un sur l'ADN dans les selles, avec des résultats qui sont franchement pas mal, mais qui s'exposent quand même à une analyse qui n'a pas été faite pour en faire un test de santé publique, et aussi à des coûts qui aujourd'hui ne sont pas compatibles avec un dépistage de masse du tout. Je vous rappelle que le recherche de sang occulte par FIT dans les selles, ça coûte quelques euros. Là, on va passer plutôt à quelques milliers d'euros, donc ça va être compliqué. Si on passe sur la maladie résiduelle minimale, donc on a rêvé, il y a 5 ans, 6 ans, avec les premières publications, qu'on allait opérer les gens, on allait faire l'ADN tumoral circulant. Si on avait, il allait y avoir des métastases. Si on n'avait pas, les malades allaient être guéris. Bon, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est quand même pas mal. Ça, c'est les premières publications qui nous viennent des pays nordiques et d'Australie, et où vous voyez qu'on a quand même une rechute rapide et de l'ensemble des malades quasiment dans les 24 premiers mois après la chirurgie, voire encore plus dans l'étude nordique, et une rechute relativement faible dans ceux qui n'ont pas d'ADN post-opératoire détectable dans le sang. Malgré tout, ces séries étaient petites, avec un nombre de malades limité, même si elles ont été extrêmement citées et mentionnées. Et puis quand on est passé sur des séries beaucoup plus grandes, là les Japonais ont réussi un truc incroyable dans le colorectal, c'est qu'ils ont réussi à faire payer leur sécurité sociale pour acheter des dizaines de milliers de tests à une compagnie qui s'appelle Natera, mais à des prix défiant toute concurrence. Et donc, ils ont réussi à inclure prospectivement 5000 cancers du côlon en 3 ans, suivis de A à Z, tous les stades, toutes les situations, avec de l'ADN tumoral circulant tous les 3 mois. Et donc, ils sortent un Nature, un JCO et un New England, enfin pas de New England, Lancet tous les 3 mois en ce moment sur le sujet. Mais on voit que l'écart des courbes est quand même beaucoup moins sympathique. C'est des malades qui sont traités par chimio, donc on peut imaginer qu'on a amélioré le devenir des 2 groupes d'ailleurs. Mais ici, on est encore avec très peu de rechutes. Mais ici, on a quand même beaucoup de malades qui guérissent malgré être positifs. Alors bon, eux, ils disent c'est la chimio, mais c'est peut-être pas que la chimio, c'est peut-être aussi les tests qui sont pas formidables. Et ce qu'on a montré petit à petit, c'est que par exemple le stade montre dans les stades élevés 3C qu'on va avoir quand même beaucoup de rechutes, même chez les négatifs. Donc finalement, on a des positifs qui rechutent pas toujours et des négatifs qui peuvent quand même rechuter. Et donc, on est un petit peu déçu par les performances du test. Attends, je vais juste montrer ça. Parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est ça. Un test qui me dit moins de 10% de rechute dans un groupe et plus de 90% de rechute dans l'autre groupe, parce que ce test pronostic devient prédictif, c'est-à-dire qu'il va guider mon attitude thérapeutique. Et en fait, ce qu'on a, c'est plutôt ça, 10 à 30% de rechute chez les négatifs et 30 à 70% de rechute chez les positifs. C'est quand même le meilleur pronosticateur qu'on a jamais eu. Il n'y a aucun truc, le stade, machin, ça va pas ça. Mais ce qu'on a montré, c'est quand même qu'on peut améliorer l'ADN tumoral circulant. Je repasse là. Donc, les courbes du haut sont toujours
les négatifs, les courbes du bas toujours les positifs. Mais par exemple, si on regarde le temps de durée de la chimiothérapie adjuvante, on fait mieux dans les deux groupes si on fait une chimiothérapie plus longue. Si on regarde les stades qu'on appelle nous à haut risque et ou à bas risque, pareil, on voit que ça resépare les courbes d'ADN, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis ça, c'est avec un score français qui malheureusement n'est plus disponible en ce moment, qui s'appelle l'immunoscore, où on montre qu'on arrive à isoler des groupes à vraiment très très bons pronostics, mais qui sont malheureusement pas les groupes majoritaires, et d'autres à plus mauvais pronostics. C'est pour dire qu'en fait, l'idée des compagnies, c'est toujours la même, c'est de vous dire mon test est meilleur, il outperforme tout, ils adorent ce mot, outperformer, et en fait, c'est débile, parce qu'en fait, quand on rajoute le stade, quand on rajoute la CE, quand on rajoute la durée de traitement, alors la durée de traitement, c'est a posteriori, ou initialement des scores de pathologie digitale, immunitaire ou non, on améliore les performances de l'ADN tumoral circulant, et donc il faut combiner, même si évidemment, eux préféraient dire notre test est le seul et l'unique, et ça, c'est pour montrer des signatures transcriptomiques qu'on a fait au labo où je travaille chez Pierre-Laurent Puig au Cordelier, où en montrant qu'on arrive, malgré l'ADN tumoral circulant, encore séparer beaucoup les courbes en rajoutant des éléments de RNA sequencing de single cell. Voilà. Donc ensuite, ça n'empêche que l'enthousiasme et l'absence d'amélioration depuis 2004 dans le côlon pour améliorer la survie des gens opérés a fait lancer beaucoup d'études basées sur l'ADN tumoral circulant, en se disant aujourd'hui, on a un stade 2 avec pas beaucoup de risques, on fait pas de chimio, on a un stade 2 avec des facteurs de haut risque ou un stade 3, on fait de la chimio. Peut-être qu'il faudrait mieux se baser sur ce marqueur, et c'était plutôt intelligent. Avec chez les positifs, faire de la chimio ou intensifier le traitement ou tester de nouveaux agents, et chez les négatifs, ne pas faire de chimio ou désescalader la chimio pour une chimio moins lourde, par exemple. Et on a eu un premier New England qui a été publié il y a 3 ans maintenant, venant de la même Jeanne T, qui est australienne et qui avait publié une des premières courbes que je vous ai montrées, qui est une pionnière dans le domaine, qui a fait une étude anglo-saxonne. Donc c'est des études qu'on n'aime pas tellement en France, nous. C'est des études pragmatiques, c'est-à-dire on va pas randomiser des traitements, on va randomiser le test ou pas le test. Donc elle dit soit on fait un management standard, soit on regarde l'ADN tumoral circulant et on guide la chimiothérapie adjuvante par l'ADN tumoral circulant. On en fait chez les positifs, on n'en fait pas chez les négatifs. Et à la fin, on regarde combien de malades ont eu de la chimiothérapie et si les survies sont pareilles. Donc les survies sans récidive sont pareilles, vous pouvez voir, les courbes sont vraiment collées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous faites un management standard, vous faites 28% de chimiothérapie aux malades, et quand vous en faites avec l'ADN, vous faites 15%. Pour les pouvoirs publics, c'est super. On fait 2 fois moins de chimiothérapie. Pour les malades, c'est bien aussi. Il y en a quand même 15% ou 13% qui vont pas avoir de chimio pour rien. Mais bon, quand on va un peu plus dans le détail, il y a des problèmes quand même. Parce que ici, on fait la chimio avant 2 mois, ce qui est recommandé par toutes les guidelines. Ici, on fait la chimio quasiment à 3 mois parce qu'on attend le test. Donc peut-être que c'est pas génial d'un point de vue médical. Ensuite, quand vous regardez les chimios, 62% des gens ici ont un doublé à base d'oxaliplatine qui peut donner des séquelles. Alors qu'ici, 90% des gens ont juste du 5FU qui donne quasiment jamais aucune séquelle. Donc c'est pas les mêmes chimios qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de chimios faites, mais beaucoup plus intensives en termes de chimiothérapie. Donc tout ça est un peu plus compliqué. Et est-ce qu'on est content des résultats ? Donc ça, je vais pas le détailler. Pas complètement, parce que par exemple, ça, c'est des ADN négatifs qui n'ont donc pas été traités, mais qui sont T4. Et on voit qu'encore une fois, le stade influe et qu'il y a 20% de rechute. Est-ce qu'on peut laisser des gens avec 20% de rechute sans aucun traitement complémentaire? Donc ça répond à des questions pour les pouvoirs publics qui peuvent dire dès demain, moi je veux faire avec l'ADN tumoral circulant, ça me fera payer moins de traitement et c'est très bien pour les malades aussi. Mais en fait, en termes de médecine de précision, c'est pas très précis et ça manque un petit peu de précision. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en France, on a des études qui sont faites différentes, que moi j'appelle des études testant le traitement et non pas testant le test. Donc ça, c'est une étude qui a déjà inclus 1100 malades et qu'on a screené 1300, qui est faite par le groupe Prodige, qui est notre groupe de cancérodigestifs, où en fait, cette fois, tout le monde a de l'ADN tumoral circulant. Les moins vont être randomisés contre une surveillance les moins vont être surveillés, mais on a dû en mettre là pour faire une black box. Et les plus vont être randomisés surveillance versus Folfox 6 mois, en sachant que c'est une étude dédiée à des stades 2 à bas risque, chez lesquels on ne fait pas de chimiothérapie, mais pour lesquels il y a quand même 15 à 20% de rechute globalement. Donc voilà une autre forme d'étude, un autre design d'étude, on ne va pas toutes les détailler. Pour vous dire aussi que cet ADN tumoral circulant, il prend une nouvelle dimension et que dans le myélome, la FDA l'année dernière a accepté que l'ADN tumoral circulant, la négativation de l'ADN tumoral circulant, soit le critère de jugement principal des futurs essais thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer dans le côlon qu'on ne se base plus sur la survie sans récidive à 3 ans, qui est le critère actuel, qui a remplacé la survie globale à 5 ans il y a une vingtaine d'années, mais sur la
clairance répétée, probablement sur 2 dosages successifs de l'ADN tumoral circulant. Et on a un groupe international qu'on a monté avec la Mayo Clinic et le MD Anderson qui réfléchit à comment faire passer ça auprès des instances. Parce que là, pour le coup, on a l'impression que quand les gens, après la chimiothérapie, sur 2 dosages consécutifs, n'en ont pas, les taux de guérison sont excellents, sont de plus de 85%. Et donc, ça pourrait être un marqueur qu'on a beaucoup plus précocement dans les essais et qui nous permet d'avancer plus vite pour essayer d'améliorer la outcome des malades. Et puis rapidement sur le reste, parce que j'ai beaucoup passé de temps sur la maladie minimale résiduelle, c'est pour vous dire qu'en pratique courante, nous, on fait de l'ADN tumoral circulant, par exemple, à l'HEGP, à tous les malades qu'on voit pour faire le profil initial de la maladie, parce qu'en fait, il se trouve que nos amis anatomopathologistes de ville, souvent dans des centres privés, prennent beaucoup de temps pour nous envoyer les prélèvements tissulaires et que des fois, ça prend des semaines d'avoir un profil sur le tissu. Donc, on fait bien sûr la démarche de récupérer le tissu, mais comme on veut pas perdre de temps pour nos malades, on fait aussi du circulant. Et quand on a une mutation dans le circulant, elle est fiable et on peut lui faire confiance. Et donc, c'est pour montrer qu'il y a plein de publications qui ont montré l'agreement entre le tissu et le sang. Et vous voyez que ça va de 72 à 97% dans la littérature. C'est quand même des bonnes choses avec des bonnes sensibilités, des bonnes spécificités. Et en particulier, la plus grosse étude qui est française qu'on a faite et qui montre des très bons taux de concordance entre le tissu et le sang. Donc ça, c'est du quotidien. Ah oui, il faut savoir juste qu'on a quand même des sites dans le côlon, en particulier les métastases pulmonaires isolées ou péritonéales isolées qui peuvent être des faux négatifs parce qu'elles ne relarguent pas beaucoup d'ADN dans la circulation. Donc il faut quand même connaître, et qu'on peut avoir aussi des faux positifs avec l'hématopoïèse clonale. Et donc c'est pas un test parfait, comme je l'ai dit tout à l'heure, même à ce stade-là, mais quand même c'est un test qui marche très bien. Ensuite, il y a des gens qui commencent à lancer des essais pour adapter très vite les traitements en disant, on regarde à 3 semaines la baisse de l'ADN tumoral circulant et en fonction de comment ça baisse, on change de traitement, on continue le même, parce que dans la littérature, vous voyez que entre ceux qui déclinent, enfin qui ont une baisse significative de l'ADN tumoral circulant et ceux qui l'ont pas, on a des gros écarts de PFS dans toutes ces différentes études, parfois multipliés par 3 ou par 4. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'immunothérapie, et ça c'est le re-challenge des anti-EGFR où il y a énormément de littérature parce que c'est le suivi clonal d'une mutation qui va permettre d'aiguiller les traitements chez des patients à un stade avancé de la maladie pour lesquels on n'a plus beaucoup d'options thérapeutiques. Bon, je vous laisse lire les conclusions, je ne vais pas forcément détailler, mais je suis prêt à répondre à vos questions.